Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone, télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bonjour, très chers apprenants. Pour ceux qui étaient absents à la dernière séance, je suis Madame Tatoke Daniel, enseignante de SVT EEHB. C'est un réel plaisir pour moi de retrouver en ce jour tous mes élèves de la classe de première D pour la suite de notre programme. Très bien, en guise de rappel, la dernière fois, nous avons amorcé le troisième module de votre programme intitulé « Éducation à l'environnement et au développement durable ». Nous avons parlé du rayonnement solaire qui réchauffe la Terre. Nous avons donné son origine en disant qu'il provient de la fusion thermonucléaire de 4 noyaux d'hydrogène pour former un noyau d'hélium. Nous avons aussi parlé de son comportement à la surface de la Terre. Nous avons dit qu'il subissait en fait 3 modifications. On a parlé de la réflexion qui nous a permis, n'est-ce pas, d'introduire la notion d'albédo, qui est le rapport entre l'énergie réfléchie par une surface et l'énergie incidente qu'elle a reçue. Nous avons aussi parlé de la diffusion au niveau de l'atmosphère d'une partie de l'énergie du rayonnement solaire. Nous avons parlé enfin de l'absorption. L'absorption qui nous a permis, n'est-ce pas, d'introduire la notion de bilan radiatif. C'est quoi le bilan radiatif? Le bilan radiatif, c'est la différence qui existe entre l'énergie incidente et le rayonnement infrarouge émis par la surface du sol. Il nous a été dit la dernière fois que la Terre, étant considérée comme un corps noir, toute la quantité d'énergie qu'elle reçoit, elle la renvoie ensuite, mais cependant sous forme d'infrarouge. Quel est donc le devenir de ce rayonnement infrarouge qui est émis par la surface de la Terre? C'est donc là, très chers apprenants, l'objet de la leçon de ce jour. Leçon 3 donc intitulée « L'effet de serre ». C'est quoi l'effet de serre? Vous en avez déjà parlé dans les classes antérieures, plus précisément à la classe de 5e. On a parlé d'effet de serre, on a aussi parlé d'effet de serre en 4e. Donc aujourd'hui, on va revenir dessus avec un peu plus d'explications. Très chers apprenants, à la fin de cette leçon, ce que nous attendons de vous, c'est que vous soyez capables, n'est-ce pas, de définir la notion d'effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? Et en deuxième objectif, vous devez être capable d'énoncer l'importance et les conséquences de l'effet de serre. À quoi sert l'effet de serre à la surface de la Terre et quelles sont les conséquences? Très bien. En petit 1 donc, nous avons définition et importance de l'effet de serre. Nous avons prévu pour vous une petite activité, n'est-ce pas? Et nous avons donc le schéma qui apparaît à l'écran, juste au bas de la page. Et je vous invite à être très attentif et à suivre l'exploitation de ce document. Je vais donc lire l'introduction de l'activité, soit le document ci-dessous. Voilà le document qui vous est donc proposé, très chers apprenants, et nous allons l'exploiter tous ensemble. La première question donc qui vous est posée, c'est de savoir, n'est-ce pas, ce que représente chacune des différentes flèches de couleur. Il y a 2 couleurs là qui apparaissent sur le document. À quoi représente chacune de ces flèches-là? Je vois par exemple la flèche de couleur jaune, puis la flèche de couleur rouge. À quoi correspond la flèche de couleur jaune, très chers apprenants? Comme nous le voyons très bien au niveau du document, la flèche de couleur jaune provient du soleil, n'est-ce pas? Elle provient du soleil, par conséquent, elle représente le rayonnement solaire. Donc la flèche de couleur jaune représente le rayonnement solaire. Maintenant, quand on voit la flèche de couleur rouge, on regarde son origine, elle vient de la surface du sol pour remonter au niveau de l'atmosphère. Et comme nous l'avons dit précédemment, l'énergie que la Terre absorbe, n'est-ce pas, elle la renvoie, n'est-ce pas,
sous forme de rayonnement infrarouge, dont la flèche rouge qui va du sol vers l'atmosphère correspond quant à elle au rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre. Voilà donc ainsi, très cher apprenant, répondu, n'est-ce pas? On a répondu déjà à la première question. Nous passons donc maintenant à la deuxième question de notre exploitation de documents. Il nous a demandé, très cher apprenant, de décrire le comportement de l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la sorte de cloche qu'on voit là sur le document. Le comportement de l'atmosphère par rapport à chacun des différents rayonnements cités. Plus haut, on a parlé du rayonnement solaire et du rayonnement infrarouge. Comment se comporte donc l'atmosphère, très cher apprenant, par rapport au rayonnement solaire? On commence par celui-là d'abord. Très bien, quand on observe le document qui est soumis à notre exploitation, on se rend compte que la flèche jaune réussit à traverser l'atmosphère et arriver au niveau de la Terre. Donc on peut dire ici là que l'atmosphère laisse passer le rayonnement solaire. Et comme nous l'avons vu en physique, on dit qu'un corps qui laisse passer le rayonnement solaire est transparent. Donc en ce qui concerne le rayonnement solaire, l'atmosphère est transparente parce qu'elle laisse passer le rayonnement solaire. Ça, c'est le comportement de l'atmosphère en fonction ou par rapport au rayonnement solaire. Prenons donc maintenant le rayonnement infrarouge, dans les flèches rouges qui sortent du sol pour aller vers l'atmosphère. On se rend compte que ce rayonnement-là n'arrive pas à traverser l'atmosphère pour aller dans l'espace. Ils sont butés là au niveau de l'atmosphère et puis ils rentrent encore à l'intérieur. Donc, on peut donc dire que l'atmosphère ne laisse pas passer le rayonnement infrarouge. Comment appelle-t-on un corps qui ne laisse pas passer la lumière? On dit donc que c'est un corps opaque. Donc, on va donc conclure que par rapport au rayonnement solaire, l'atmosphère est transparente. Mais en ce qui concerne le rayonnement infrarouge, l'atmosphère est opaque. Très bien. On nous demande donc quelle est la conséquence de l'opacité de l'atmosphère, n'est-ce pas, par rapport au rayonnement infrarouge. Quand on observe bien le document, très cher apprenant, on se rend compte que quand le rayonnement infrarouge est émis vers l'atmosphère, au niveau de l'atmosphère, il est buté, puis il revient encore au niveau du sol. Donc, on peut donc conclure que le fait que l'atmosphère soit opaque au rayonnement infrarouge, ça contribue donc au réchauffement de notre chère et belle planète Terre. Donc voilà donc ainsi, très cher apprenant, donner et le comportement de l'atmosphère par rapport à chacun des différents types de rayonnements représentés sur le document, n'est-ce pas, qui s'affiche à l'écran, et la conséquence du comportement de l'atmosphère par rapport au rayonnement infrarouge. On doit donc déduire, n'est-ce pas, de toute notre exploitation, la définition de l'effet de serre. Bien, on va prendre une définition un peu très simple, n'est-ce pas, qui ressort tout directement de notre exploitation de documents. On va donc dire que l'effet de serre, c'est le réchauffement de la planète, n'est-ce pas, Terre, par son propre rayonnement infrarouge. C'est parce que le rayonnement infrarouge, n'est-ce pas, qui est émis par la Terre, est renvoyé encore à la Terre pour son propre réchauffement. C'est donc là l'importance de l'effet de serre. L'effet de serre contribue au réchauffement de la planète. Puisque si on se souvient de ce qu'on a fait la dernière fois, on a dit qu'un corps noir renvoie toute l'énergie qu'il a absorbée. Or, si la Terre renvoyait tout et que ça allait dans l'espace, la Terre serait très très froide. On a évalué ça à environ moins 18 degrés Celsius. C'est très froid et ce n'est pas propice au développement de la vie. Cependant, grâce à l'effet de serre, donc, la Terre peut se chauffer, n'est-ce pas, favoriser donc le développement et le maintien des êtres vivants sur notre chère et belle planète, la Terre. On a donc ainsi défini, très cher apprenant, l'effet de serre et on a aussi donné son importance. Nous avons prévu pour vous un petit résumé que je vous invite un peu à relever l'essentiel. Je vais donc de ce pas
lis le petit condensé du cours que nous avons prévu pour vous. L'effet de serre est un phénomène atmosphérique au cours duquel les couches inférieures de l'atmosphère absorbent le rayonnement infrarouge émis par la Terre et retiennent la chaleur, augmentant ainsi la température de la surface de la planète. En d'autres termes, puisque vous êtes en classe désormais, il faut toujours qu'on vous donne une multitude de définitions pour vous faciliter un peu la tâche à l'examen. En d'autres termes donc, c'est le réchauffement de la planète Terre par son propre rayonnement infrarouge. Voilà donc ainsi défini, très cher apprenant, ce que c'est que l'effet de serre. On va donc passer au deuxième paragraphe du cours pour donner l'importance de l'effet de serre. L'effet de serre joue un rôle très important. En effet, sans l'effet de serre, la surface de la Terre aurait une température estimée à environ moins 18 degrés Celsius. Mais grâce à lui, la température moyenne de la Terre est de 15 degrés Celsius, favorable au développement de la vie. Très cher apprenant, voilà donc ainsi donner la définition, puis l'importance de l'effet de serre sur la planète Terre. On va donc passer à la deuxième partie de notre cours. Comme on le dit si bien au quartier, tout excès nuit. Très bien. On va donc parler des conséquences de l'effet de serre excessif. Au petit 2, donc, on a les conséquences de l'effet de serre. Quand l'effet de serre, c'est bien beau que la planète soit chauffée, mais l'excès de chaleur aussi a des conséquences sur notre planète. En activité, donc, nous avons une série d'images, n'est-ce pas, que nous soumettons à votre observation, très cher apprenant. Je vous invite à observer les images qui constituent l'activité. Nous avons en première image un ours qui est, je peux dire perché, qui est agrippé à un morceau de glace ou un bloc de glace et il est entouré d'eau. Très bien. Ici, cette image met en évidence ce qu'on appelle la fonte des glaces ou des glaciers, n'est-ce pas? Donc, suite à l'élévation de la température, les glaciers qui constituent notre planète vont fondre. Bien en guise de rappel, vous savez que la plus grande partie d'eau qui constitue cette planète est sous forme de glace. Donc, quand ces glaces-là vont commencer à fondre, ça va entraîner aussi d'autres conséquences. Donc, la première image met en évidence donc la fonte des glaciers. La deuxième image, le sol est sec et fragmenté. Là, c'est la sécheresse. L'élévation de la température de la Terre peut entraîner la sécheresse. La prochaine image, très bien. Nous avons des habitants ou alors des hommes ou des individus qui sont perchés au sommet d'un immeuble qui est entouré d'eau. Entouré d'eau. On parle donc ici d'inondation. Et la prochaine image, on a un pompier qui est en train de combattre le feu dans la forêt. Là, ce sont des incendies. Et, pardon, ces incendies-là sont le plus observés au niveau des États-Unis d'Amérique. C'est un exemple un peu plus patent. Presque chaque année, on a des incendies là-bas qui ne sont pas toujours d'ordre criminel, hein, qui sont naturels. Tout ça est dû au fait que la planète se surchauffe au fil du temps. Très cher apprenant donc, au terme de cette activité-là, nous retenons que le réchauffement excessif de la planète ou encore l'effet de serre accentué a plusieurs conséquences parmi lesquelles la fonte des glaciers, la sécheresse, n'est-ce pas, qui entraîne l'avancée du désert. Nous avons aussi les inondations, les incendies, pour ne parler que ceux qui sont représentés sur ce document. Je vous reviens donc après une petite pause. Cette émission est un programme d'enseignement destiné aux jeunes scolarisés. Pour leur permettre d'en profiter pleinement, chers parents, merci de tenir éloignés des éléments de distraction, téléphone,
télécommande et autres. Il est également recommandé de mettre l'élève dans des conditions propices à l'apprentissage. Avoir un cahier et un crayon à billes à portée de main serait bénéfique. Dans la mesure du possible, la surveillance parentale ou d'un tuteur peut s'avérer nécessaire. Bon retour, très chers apprenants. Juste avant la pause, nous avions terminé avec notre activité qui portait sur les conséquences de l'effet de serre. Nous avons donc prévu un petit résumé pour vous. Je vous invite à prendre des notes. L'homme, par ses activités, contribue à accentuer l'effet de serre. On peut citer entre autres, comme activité de l'homme qui accentue l'effet de serre, nous avons les feux de brousse, nous avons la déforestation, nous avons l'urbanisation, nous avons le développement industriel et tous ces éléments-là, toutes ces activités de l'homme contribuent à accentuer l'effet de serre ou encore à augmenter la température de la planète. Le réchauffement excessif de la planète entraîne plusieurs conséquences, dont les principales sont: nous avons l'avancée du désert et la sécheresse en premier tiret. En deuxième tiret, nous avons les inondations dues à l'élévation du niveau moyen des mers. Prochain tiret, nous parlerons de la famine et la malnutrition due à la baisse du rendement agricole. Nous avons encore comme conséquence la fonte des glaciers, la disparition de certaines espèces animales et végétales, le développement de certaines maladies telles que les cancers, parce que suite à l'augmentation de la température, le système immunitaire de certains individus va se voir, n'est-ce pas, connaître une baisse considérable, donc ça va diminuer, ce qui va donc laisser libre cours au développement de beaucoup de maladies. Nous avons aussi, entre autres, comme conséquence de l'effet de serre, les incendies. Bien, pour revenir un peu au développement, les maladies qui se développent le plus sous l'effet de l'augmentation de la température, nous avons par exemple le cancer de peau. Le cancer de la peau est l'une des maladies qui se développe le plus, n'est-ce pas, suite à l'augmentation de la température de la planète. Bien, pour lutter contre l'effet de serre, donc pour remédier, n'est-ce pas, à ce problème-là, l'homme doit adopter les comportements responsables. On peut citer entre autres comme comportement responsable la pratique du reboisement que nous avons dans là en image. Ça consiste à replanter des arbres après avoir détruit ou alors coupé. Nous avons aussi le recyclage des déchets. Nous avons aussi l'utilisation des biocarburants et la limitation de la consommation de la viande. En quoi est-ce que la consommation de la viande impacte sur le réchauffement de la planète? Puisque vous savez que dans l'élevage du bétail, il y a ce qu'on appelle le pâturage. Donc le bétail se nourrit de plantes, d'herbes, donc pendant qu'ils broutent donc les herbes, quand ils sont très nombreux, ça cause ce qu'on appelle le surpâturage. Le surpâturage donc contribue, n'est-ce pas, à la diminution de la biodiversité végétale. Et les végétaux aident considérablement au recyclage de l'air ou encore à la réduction de l'effet de serre. Très bien. Nous avons donc terminé ainsi, n'est-ce pas, notre leçon qui porte sur la définition de l'effet de serre, son importance et ses conséquences. Bien, pour essayer de consolider les acquis, nous avons prévu pour vous un petit exercice d'application que je vais, sur ce, vous lire l'énoncé. Très bien, je vous invite à être très attentif. Pour mettre en évidence l'exercice d'application, l'effet de serre, on réalise l'expérience suivante. Premier tiret, montage 1. À l'aide d'une lampe de 100 watts, on éclaire à l'air libre une feuille de papier sombre reliée au thermomètre digital par une sonde thermique. Nous avons donc à la page qui suit la figure 1 qui représente le premier montage. La figure 1 représente le premier montage. Maintenant, au deuxième tiret, montage 2, on reprend le même montage qu'en 1, mais
en couvrant le papier par la sonde par une cuve de verre transparente. Nous avons donc la figure 2, très bien, qui représente ainsi le deuxième montage. Nous avons la première figure donc la feuille de papier sombre. Nous avons le thermomètre digital. Nous avons l'ampoule de 100 watts. Et à côté donc, à la figure 2, nous avons le papier sombre aussi, cependant qui est recouvert par une cuve de verre transparent. Et maintenant, nous avons aussi notre sonde digitale et notre ampoule de 100 watts. Très bien. L'évolution de la température en fonction du temps dans les deux dispositifs est consignée dans le tableau ci-dessous. Le tableau donc qui apparaît là, juste en bas, nous avons un tableau à 3 lignes, à 6 colonnes. La première ligne, temps en minutes. Deuxième ligne, température dans le montage 1 en degrés Celsius. Troisième ligne, température dans le montage 2 en degrés Celsius aussi. Bien, il vous est demandé, très cher apprenant, d'analyser attentivement ce tableau afin de pouvoir répondre aux questions qui l'accompagnent. Bien, on va donc analyser tous ensemble le fameux tableau. On observe très bien. On a 0 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes et 40 minutes. On commence d'abord par le premier montage. Très cher apprenant, étudions donc ou alors analysons donc minutieusement les données qui sont récapitulées dans le tableau. Nous avons donc à 0 minutes 24 degrés Celsius dans le premier montage, à 10 minutes 23,9, 20 minutes 23,9, 30 minutes 23,9 et 40 minutes plus tard, on revient encore à 24 degrés Celsius. Par conséquent, nous pouvons donc conclure que, en ce qui concerne le premier montage, on se rend compte qu'au fil du temps, n'est-ce pas, la température est presque constante puisque de 24 à 23,9, on est toujours statique. Si on passe maintenant au deuxième montage, à la troisième ligne de notre tableau, on part toujours de 24 degrés Celsius. Mais cependant, à 10 minutes, on va de 24 à 26,4 degrés Celsius. 20 minutes, on va à 27,3. À 30 minutes, on est à 28,2. Et à 40 minutes, on est à 28,8 degrés Celsius. On peut donc conclure par une suite logique des choses, très cher apprenant, que la température, n'est-ce pas, dans le deuxième montage, augmente avec le temps, puisqu'on va au départ de 24 degrés Celsius, au début de l'expérience, à 28,8 degrés Celsius à la fin de l'expérience. Voilà dans la première question, il vous était demandé de comparer l'évolution de la température dans les deux montages. On va donc conclure que dans le premier montage, la température est presque constante, alors que dans le deuxième montage, on note une évolution ou alors une augmentation de la température en fonction du temps. Très cher apprenant, la deuxième question donc demande d'expliquer la différence constatée. À quoi est due donc cette différence, étant donné que les montages dès le départ étaient presque semblables? Si on revient encore à l'énoncé de l'exercice, on va nous dire, on nous a dit là-bas que dans le montage 2, il y avait une cuve transparente, n'est-ce pas, qui recouvrait la feuille de papier sombre. Le papier sombre est un corps noir. Par conséquent, l'énergie qu'il a absorbée en provenance de l'ampoule de 100 watts, n'est-ce pas, cette énergie-là, il va la renvoyer, n'est-ce pas, il va la renvoyer donc, et la cuve de verre va capter donc cette énergie-là et la renvoyer encore sur la feuille de papier, d'où l'augmentation de la température avec le temps. C'est donc la présence de la cuve transparente qui explique l'augmentation de la température dans le milieu 2 avec le temps. Prochaine question donc, très cher apprenant, il vous est demandé de nommer les deux propriétés de la cuve qui rendent possible les variations de température constatées. Quelles sont les propriétés de la cuve qui seront donc mises en évidence ici et qui aideront donc à expliquer véritablement
la variation de température qu'on a constatée dans le deuxième montage. Bien, on va d'abord prendre la transparence, puisqu'on dit que la cuve de verre transparente, déjà d'abord la transparence, le fait qu'elle laisse passer le rayonnement qui provient de l'ampoule de 100 watts. Ça, c'est la transparence. Maintenant, la deuxième propriété, ou encore la deuxième caractéristique de cette cuve-là, c'est que l'énergie que la feuille de papier sombre renvoie ne traverse pas la cuve pour aller à l'extérieur. Non. Cette cuve-là empêche donc, n'est-ce pas, la traversée de cette énergie-là. On dit qu'elle est opaque. Elle est opaque, n'est-ce pas? Donc voilà les deux propriétés. D'abord la transparence, puis il y a l'opacité. Voilà les deux propriétés donc qui permettent d'expliquer véritablement la variation de température qu'on a constatée au niveau de la figure 2. Passons donc à la prochaine question, question 4. On demande, en ramenant le montage 2 à l'échelle de la planète, dis à quoi correspondent les objets suivants. Très cher apprenant, si on veut ramener le montage 2 là à notre chère et belle planète, la Terre, à quoi correspond donc la lampe de 100 watts? Vous êtes d'accord avec moi que ça correspond au soleil. Donc c'est le soleil qui émet le rayonnement, n'est-ce pas, qui arrive à la planète Terre. Donc la lampe de 100 watts ici correspond au soleil. Le papier sombre, petit b, quant à lui, correspond à la planète Terre. Le papier sombre correspond à la planète Terre parce qu'on a dit précédemment que la Terre est un corps noir. Et selon la loi des corps noirs, lorsqu'un corps noir absorbe de l'énergie, il renvoie toute l'énergie qu'il a absorbée. Donc le papier noir ici papier sombre, correspond à la planète Terre. En petit c, nous avons la cuve de verre transparente. À quoi correspondrait donc la cuve de verre transparente dans notre expérience ici? La cuve de verre transparente correspond tout simplement à l'atmosphère. Puisqu'on l'a dit dans le cours, l'atmosphère laisse passer les rayons du soleil. On dit qu'elle est transparente, mais elle ne laisse pas passer le rayonnement infrarouge. On dit qu'elle est opaque. Donc voilà donc ainsi, n'est-ce pas? On a fini donc d'expliquer ici la quatrième question de notre exercice d'application. Donc dans l'expérience, la lampe correspond au soleil, le papier sombre à la terre et la cuve de verre transparente correspond à l'atmosphère. En cinquième question, très cher apprenant, il vous est demandé de déduire donc de cette expérience-là que nous avons menée la définition de l'effet de serre. Comment peut-on définir l'effet de serre au terme de notre petite expérience que nous venons de mener? Bon, on va dire tout simplement que l'effet de serre, c'est le réchauffement de la planète Terre par son propre rayonnement infrarouge. Parce que le rayonnement infrarouge qui est émis par la Terre, n'est-ce pas, est retenu par l'atmosphère et renvoyé encore, n'est-ce pas, sur la Terre pour assurer son réchauffement. Voilà ainsi, très cher apprenant, terminer le cours sur l'effet de serre, son importance et ses conséquences. On va donc continuer avec la suite de notre programme. Nous avons parlé tout d'abord du bilan radiatif, n'est-ce pas? Et de là, on a parlé de l'existence des différentes zones en fonction de l'énergie reçue par chacune d'elles. On a parlé par exemple des régions excédentaires qui recevaient beaucoup d'énergie, qui étaient localisées au niveau de l'équateur. On a parlé aussi des régions déficitaires qui, elles, en recevaient très peu et elles étaient localisées au niveau des pôles. On va donc passer au deuxième exemple de situation de notre cours qui est intitulé « Récurrence des catastrophes liées au mouvement atmosphérique et océanique ». Pourquoi est-ce que l'air et l'eau devraient se déplacer? On va donc en parler dans ce cours. Pour agrémenter
les choses, nous avons prévu pour vous une petite situation, problème, tirée de votre vécu quotidien. Bien, je vous invite donc sur ce, très cher apprenant, d'observer attentivement l'image qui suit. Le document ci-dessous représente un phénomène observé dans certains quartiers de la ville de Douala. Donc, on a l'image là. Donc, les quartiers qui sont le plus touchés par ce phénomène, il y a par exemple Makepe Misoker, il y a par exemple Mambanda à Bonaberi. Bien, très cher apprenant, il nous est demandé en première question d'identifier et de formuler le problème posé par ce document, sans, n'est-ce pas, d'être très, c'est magicien ou alors trop fort. On peut juste déduire qu'il s'agit ici de l'inondation. Donc, c'est l'inondation parce qu'on voit un individu qui est dehors là, il est presque, n'est-ce pas, recouvert d'eau. On demande donc à la deuxième question de préciser la cause du problème. Bon, j'imagine déjà certains qui sont en train de dire que c'est la pluie. Mais sachez que même quand il ne pleut pas, les gars sont inondés, il faut le savoir. Donc, ça n'a rien à voir avec la pluie. Donc, mettez déjà cette hypothèse-là de côté. Bien, on va tout simplement dire que c'est parce qu'il y a des moments où, n'est-ce pas, sous l'effet des phénomènes atmosphériques, l'eau quitte le nid et se déverse sur le continent. Étant donné que ces populations vivent près d'un cours d'eau, elles reçoivent donc cette eau-là qui les inonde. Donc, c'est la cause qu'on peut donner à ce niveau du cours. Mais à la fin, vous aurez un peu plus d'explications ou alors plus d'éléments pour pouvoir expliquer proprement dit ce dont il est question ici. En guise de moyens de rémédiation, on vous a demandé ici là de proposer des moyens de rémédiation au problème. C'est assez douloureux, mais ça semble être presque la seule solution. Il faut éviter de construire des maisons près des cours d'eau, puisque quand les masses d'eau se déverseront sur le continent, vous ne serez pas là pour recevoir cette eau-là ou alors le trop plein d'eau. Donc la solution qui nous vient en ce moment-ci là, à ce niveau du cours, c'est d'éviter de construire des maisons près des cours d'eau pour éviter donc que quand l'eau va quitter le nid, n'est-ce pas, il va se déverser et vous mettre dans des situations vraiment embarrassantes. Très cher apprenant donc au thème de l'exploitation de la situation problème qui vous a été proposée, la compétence visée ici, n'est-ce pas, est de sensibiliser les populations sur les causes et les conséquences des mouvements atmosphériques et océaniques. Atmosphérique, ça veut dire mouvement ou déplacement des masses d'air, et mouvement océanique, déplacement des masses d'eau. Donc, c'est ce que vous aurez à faire à la fin de cette partie. On va donc aller directement à la leçon 4 de notre cours qui parle des mouvements atmosphériques et des mouvements océaniques. Très chers apprenants, ce que nous attendons de vous à la fin de cette leçon, c'est que vous soyez capables de déterminer les facteurs de l'inégale répartition de l'énergie solaire à la surface de la Terre. Bien. Deuxième objectif, vous devez être capable aussi de citer les moteurs des mouvements atmosphériques et océaniques. Troisième objectif, donc, vous devez aussi être capable de décrire la formation des cellules de convection et des différents courants océaniques. Voilà les trois objectifs qui sont soumis, n'est-ce pas, à votre attention. Le petit 1 de notre leçon qui est intitulé « Les causes de l'inégale répartition de l'énergie solaire ». Comme on l'a dit donc à l'introduction, l'existence, n'est-ce pas, des zones à excédent énergétique et des zones à déficit énergétique met donc en évidence le fait que l'énergie solaire qui arrive à la surface de la planète est inégalement répartie. Puisque si la répartition est équitable,
tous les points de la planète auraient la même température, mais ce n'est pas le cas. Il existe des points très chauds et d'autres points qui sont très froids. Maintenant, à quoi est due donc cette inégale répartition de l'énergie solaire? Quels sont les éléments, n'est-ce pas, à partir desquels la répartition de l'énergie s'effectue à la surface de notre chère et belle planète, la Terre? Nous avons donc prévu pour vous, très chers apprenants, une petite activité pour essayer d'agrémenter le cours. Le document ci-dessous illustre la répartition de l'énergie solaire sur la Terre. On observe d'abord très bien le document. Il y a deux schémas. Le premier schéma, c'est la planète Terre, n'est-ce pas? Nous avons les pôles, le pôle nord, le pôle sud. Après le pôle nord, nous avons les tropiques, plus précisément le tropique du Cancer. Après les tropiques, nous avons l'équateur. Autour de la Terre, maintenant, il y a un autre tracé qui est plutôt maintenant en interrompu, en trait interrompu. Ce tracé-là représente la limite supérieure de l'atmosphère. Très bien, nous avons aussi les flèches rouges là, en provenance de l'espace. Ces flèches-là représentent donc le rayonnement solaire qui arrive sur la Terre. Et nous avons aussi les alpha. Alpha 1, alpha 2 sur le même document, alpha 3. Donc, on a donc localisé ici là 3 points principaux, n'est-ce pas, sur lesquels nous allons baser notre étude. Le point 1, n'est-ce pas, qui est relié à alpha 1, le point 2 relié à alpha 2 et le point 3 relié à alpha 3. Bon, ces alpha-là sont appelés angles d'incidence. Ça veut dire l'angle qu'effectue le rayonnement solaire, n'est-ce pas, avec la surface de la Terre. Voilà donc un peu expliqué le document. Bien, on va prendre comme support de chacun des angles là. On va appeler les supports là épaisseur. On n'a pas représenté sur le document E, mais je vous invite, très chers apprenants, à noter sur votre bloc-notes petit e comme épaisseur de l'atmosphère traversée, parce que ça va nous aider à mener à bien l'exploitation de ce document. La première question donc nous demande de décrire l'évolution de l'angle d'incidence, n'est-ce pas, au fur et à mesure qu'on se déplace des pôles vers l'équateur. On revient donc sur le schéma, très cher apprenant. On va donc observer tous ensemble les différents angles alpha 1, alpha 2 et alpha 3 et on va les comparer. Bien, si vous observez très bien, vous vous rendez compte que alpha 1 est inférieur à alpha 2 qui est lui aussi inférieur à alpha 3. Donc, on observe très bien. On peut donc conclure que l'angle d'incidence, n'est-ce pas, évolue de façon croissante, n'est-ce pas, des pôles vers l'équateur. L'angle d'incidence est croissant des pôles vers l'équateur. Maintenant, si on veut faire le même travail avec l'épaisseur, les E, qui sont les supports des différents angles qui sont représentés sur notre document, on va se rendre compte que E1, n'est-ce pas, E1 est supérieur à E2, qui est lui aussi supérieur à E3. Donc, contrairement à l'évolution de l'angle d'incidence, l'épaisseur de l'atmosphère traversée par le rayonnement solaire, quant à lui, évalue de façon décroissante, n'est-ce pas, des pôles vers l'équateur. L'épaisseur évalue de façon décroissante. Quand tu fais la comparaison des E1, E2 et E3, on peut donc prendre comme première petite conclusion, je vous invite à noter ça, que l'angle d'incidence, n'est-ce pas, est inversement proportionnel à l'épaisseur de l'atmosphère traversée par le rayonnement solaire. C'est une première conclusion qu'on tire de l'analyse de ce document. Donc, plus l'angle d'incidence est faible, plus l'épaisseur de l'atmosphère traversée est grande. Bien, je vais expliquer un peu, en guise de rappel, le fait qu'il y ait une variation des angles d'incidence, c'est tout simplement parce que la Terre est ronde. Donc, c'est la rondité de la Terre qui est à l'origine de la variation des différents angles d'incidence des pôles à l'équateur. La deuxième question maintenant
on demande d'établir la relation qu'il y a entre l'angle d'incidence d'une région et la quantité d'énergie solaire qu'elle reçoit. Et on va faire le même travail aussi entre l'épaisseur de l'atmosphère traversée et la quantité d'énergie que la surface reçoit. Je vais commencer d'abord par l'épaisseur. Bon, je vais prendre l'exemple très banal pour essayer d'expliquer ça avant d'entrer vraiment dans les termes purement scientifiques. Quand, par exemple, vous êtes engagé dans un business ou alors un projet et qu'il y a plusieurs intermédiaires entre vous et celui qui finance le projet, vous conviendrez avec moi que à la fin, vous recevez peu d'argent comparément à celui qui a très peu d'intermédiaires. Puisque partant de celui qui finance, ça va aller à celui qui a recommandé, celui qui a recommandé, celui qui t'a recommandé, ainsi de suite. Ça fait donc que la quantité d'argent que tu recevras à la fin du projet sera inférieure par rapport à celui, par exemple, qui a eu moins d'intermédiaires. Pour revenir maintenant à notre cours, on va considérer ici là l'argent comme l'énergie solaire. On va considérer ici le nombre d'intermédiaires qu'il y a entre toi, qui est l'exécuteur du projet, et celui qui finance le projet, comme la distance ou alors l'épaisseur de l'atmosphère traversée par le rayonnement solaire. Donc, vous êtes d'accord avec moi que plus l'épaisseur est grande, n'est-ce pas, moins la surface va recevoir de l'énergie. Donc, voilà donc le rapport qu'il y a entre l'épaisseur de l'atmosphère traversée et l'énergie reçue par une surface. Maintenant, si on veut ramener ça à l'angle d'incidence, nous avons déjà dit plus haut que l'angle d'incidence est inversement proportionnel à l'épaisseur traversée, l'épaisseur de l'atmosphère traversée. Donc, on va donc revenir en disant que plus l'angle d'incidence est faible, moins la surface reçoit de l'énergie solaire. On va donc passer au document qui est juste à côté de notre planète là. On a notre graphe avec deux courbes A et B, juste à côté là, il y a A et B. Nous avons en abscisse l'énergie et en ordonnée la latitude. Si on veut prendre par exemple le point 1 qui est à 60 degrés, on fait juste une simple projection sur B, parce que B c'est la surface de la planète et A c'est la limite supérieure de l'atmosphère. En faisant donc la projection donc sur l'axe des abscisses, on peut obtenir une valeur qui est d'environ 100 watts par mètre carré. Et si on refait le même travail à zéro, la projection à zéro, on aura environ 200 watts par mètre carré. On convient donc que l'angle d'incidence, n'est-ce pas, a un impact sur la quantité d'énergie reçue à la surface d'une région. Prenons donc maintenant, en guise de résumé, qu'est-ce qu'on peut conclure à la fin de cette activité? On peut donc conclure que, n'est-ce pas, plus le rayonnement, plus l'angle d'incidence est faible, n'est-ce pas, plus l'épaisseur de l'atmosphère traversée est grande et moins la surface reçoit de l'énergie solaire. Si on va dans l'autre sens, plus l'angle d'incidence est grand, d'accord, moins l'épaisseur de l'atmosphère est grande et plus la surface reçoit de l'énergie solaire. Voilà donc ainsi conclut notre activité. Et on va relever de cette activité-ci deux facteurs qui permettent ou alors qui gouvernent la répartition de l'énergie solaire. On va citer premier facteur, l'angle d'incidence, et le deuxième facteur, l'épaisseur de l'atmosphère traversée par le rayonnement solaire. Nous avons donc prévu, en guise de résumé, très cher apprenant, de tout ce qui précède, on retient que les principaux facteurs de la répartition de l'énergie solaire sont l'angle d'incidence et l'épaisseur de l'atmosphère traversée par le rayonnement solaire. En effet, au niveau de l'équateur, le rayonnement solaire arrive perpendiculairement, on a dit qu'alpha 3 est un angle droit, perpendiculairement à la surface du sol.
l'épaisseur de l'atmosphère traversée est faible, parce qu'on a dit que plus l'angle d'incidence est grand, n'est-ce pas, plus l'épaisseur de l'atmosphère traversée est faible. Ainsi que la surface de répartition des rayons. Par conséquent, les régions équatoriales absorbent plus d'énergie qu'elles n'en réfléchissent. Par contre, au niveau des pôles, l'angle d'incidence est aigu, d'où le rayonnement solaire arrive obliquement à la surface du sol. En plus, l'épaisseur de l'atmosphère traversée est grande, ainsi que la surface de répartition des rayons. Par conséquent, les régions polaires réfléchissent plus d'énergie qu'elles n'en absorbent. Ceci nous permet un peu de réviser un peu la notion d'albédo. On avait dit que plus une surface réfléchit d'énergie, moins elle en absorbe. Voilà donc un document, très cher apprenant, que nous avons prévu pour vous aider à récapituler donc tout ce qu'on a dit plus haut. Le document à la page suivante, n'est-ce pas, nous montre la répartition de l'énergie solaire en fonction de l'angle d'incidence. Nous avons donc les zones froides qui sont au niveau des pôles, nous avons les zones tempérées au niveau des tropiques et les zones chaudes au niveau de l'équateur. On retient donc au pôle, n'est-ce pas, les rayons du soleil se répartissent sur une faible surface au pôle. Sur une plus grande surface, ce qui fait donc que la réflexion est très grande là-bas et l'absorption est faible, d'où la zone est froide. Alors qu'à l'équateur, les rayons du soleil se répartissent sur une plus petite surface, ce qui fait donc que la réflexion y est faible et l'absorption grande. Par conséquent, on y retrouve les zones chaudes. Très cher apprenant, donc voilà donc ainsi terminé le cours sur la répartition inégale de l'énergie solaire à la surface du globe. Voici donc ainsi terminé, très cher apprenant, la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour la suite de notre programme.